Bonsoir à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poésia. Et ce soir, je suis avec Harry Ohayon, Cyrielle Maïni et Jonathan Ohayon. Ce sont nos invités du jour pour le nouvel épisode du talk show Mode créatrice d'envie, comment devenir consommateur. Alors, pour rappel, tout simplement, ce talk show a vu le jour à l'occasion de la sortie du guide de la mode éco-responsable que j'ai coécrit avec Alice Lehoux et qui a été publié par Mango Édition. Alors, la vocation de ce talk show, c'est vraiment de connecter en fait les professionnels de l'industrie de la mode et du textile avec le grand public pour qu'ensemble, nous puissions co-créer l'industrie d'aujourd'hui, de demain, pour la rendre plus vertueuse. Alors, notre thème du jour, c'est la mode végane. Alors, c'est quoi la mode végane? Déjà, il faut partir du terme du véganisme, qui est un phénomène, un mode de vie qui existe en fait depuis l'apparition des humains sur Terre. On peut même voir que dans certains textes bibliques, à l'origine, les humains ne se nourrissaient pas de viande, mais de fruits. Alors, le terme vegan, il a été créé par Donald Watson, qui est le cofondateur de la Vegan Society en 1944 et qui est le premier adepte du véganisme. Alors, en quoi consiste le véganisme? Eh bien, tout simplement, c'est un mode de vie qui est basé sur le refus de l'exploitation animale. Donc, ça veut dire qu'on ne consomme pas de produits animaux tels que la chair, la fourrure, le cuir, la laine, etc. On va dire plutôt si on consomme l'animal qui est issu de la laine. On n'utilise pas de produits provenant des animaux, donc ça veut dire qu'on ne va pas manger d'œufs, de fromage et de produits testés sur eux, donc notamment les vêtements qu'on porte au quotidien, les produits d'entretien ou les cosmétiques. Alors, il faut savoir que ces dernières années, il y a une véritable révolution qui s'est produite dans l'alimentation. Donc, vous avez certainement dû le voir, avec un fort développement de la demande du public pour des aliments à base de plantes. Et on voit qu'aujourd'hui se passe la même chose avec les vêtements véganes. Et on voit donc que les marques de mode, elles multiplient depuis un certain temps des lancements de produits fabriqués à partir de matières alternatives au cuir notamment. Et donc, on voit qu'il existe une multitude de nouvelles solutions pour se passer du cuir, en particulier, qui est un des centres, on va dire, des points névralgiques aussi de cette révolution autour du choix des vêtements véganes. Alors, il faut savoir que d'après The Vegan Society, le marché mondial de la mode féminine, donc en particulier féminine, vegan, a été évalué à environ 337 milliards d'euros en 2019. Et les recettes, elles vont pouvoir atteindre jusqu'à 933 milliards d'euros en 2027. Donc, on voit que c'est vraiment un marché qui est en pleine expansion. Et donc, à cette occasion, j'ai réuni donc 3 spécialistes de la mode végane qui vont nous parler plus en détail de ce sujet. Donc, d'un côté, j'ai Harry Ohayon. Bonsoir, Harry. Bonsoir. Alors, toi, tu es cofondateur de la marque de sac à dos Arsayo, qui est une marque de sac unique et qui est une entreprise familiale. Donc, en 2016, vous avez lancé en fait une invention avec une fermeture sécurisée qui a valu 2 récompenses prestigieuses. Donc, double médaille d'or concours Lépine, plus la médaille du ministère de l'Intérieur. Et vous êtes tous les 2 militants pour les droits des animaux avec ton frère Jonathan Ohayon, qui est aussi là ce soir et qu'on va présenter tout de suite. Et donc, votre volonté, c'est vraiment d'apporter une dimension plus éthique à la marque. Et depuis 2018, donc, vous faites une collection plus localement, donc au Portugal. Et vous souhaitez vraiment proposer des matières toujours plus respectueuses des humains, de l'environnement et des animaux. Et d'autre côté, donc j'ai Cyrielle Maïni. Bonsoir Cyrielle. Bonsoir. Donc toi, tu es fondatrice de Zebra Vegan Shop. Donc c'est une boutique en ligne de mode vegan que tu as lancée en mars 2020. C'est ça. Donc toi, tu es vraiment soucieuse du bien-être animal depuis toute petite et tu adores la mode. Et donc toi, tu as réalisé vraiment que ce n'était pas toujours facile de trouver de jolies pièces, de jolis vêtements, de jolis accessoires sans matière animale. Et c'est pour ça que tu as donc créé Zebra Vegan Shop qui a la vocation de proposer notamment une sélection de chaussures, de sacs et d'accessoires vegan qui allient tendance, qualité et valeurs éthiques afin que chacun puisse se faire plaisir tout en respectant tous les êtres vivants. Et donc toi, justement, tu choisis avec soin des marques européennes qui partagent ces valeurs-là. Et ton but, c'est vraiment de faciliter la vie des consommateurs en regroupant cette belle sélection au même endroit dont tu vas nous parler tout de suite. Et pour finir, donc on a Jonathan Ohayon. Bonsoir Jonathan. Enfin, bonjour pour toi du coup, parce que tu es Bonjour. aux États-Unis. Donc on est international ce soir. Donc toi, tu es militant des droits des animaux, fondateur du Fake Movement et donc cofondateur d'Arsayo, dont on a parlé juste avant. Et toi, donc ça fait plusieurs années que tu as expérimenté dans la mode éthique. Et tu as décidé de créer le Fake Movement, donc Fashion for Animal Kingdom and Environment. Et donc, c'est vraiment une plateforme qui a pour but de promouvoir des créateurs du monde entier qui produisent une mode végane et éthique à travers différents événements tels que des magasins éphémères, des musées, des événements virtuels, des défilés de mode, etc. Et vraiment, le but, c'est de pouvoir éduquer, sensibiliser les gens sur l'impact de l'industrie de la mode et ses solutions.
Voilà pour la présentation de nos invités de ce soir. Alors, on va tout de suite commencer et vous donner la parole pour que vous puissiez justement parler de ce sujet. Et avant tout, c'est pour toutes les personnes qui nous ont rejoints, bienvenue. N'hésitez pas à préparer vos questions, à nous les écrire dans le chat. Nous, on répondra à la fin à toutes vos questions. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vous propose pour commencer de nous raconter en fait, qu'est-ce qui vous a conduit à devenir végane et à vous investir dans la mode végane. Harry, est-ce que tu peux commencer? Oui, merci, avec plaisir. Merci pour cette présentation, c'était au top du top. Alors, qu'est-ce qui m'a fait devenir végane? Alors, c'était il y a quelques années. Avec mon frère ici présent, on est devenu végane ensemble. C'est même plus à cause ou grâce à lui, je devrais dire d'ailleurs, pour être plus précis. En fait, pour raconter cette anecdote de manière très simple, il m'envoie une vidéo, il m'a dit, regarde ça, je suis végane. Alors au début, je savais même pas ce que ça voulait dire en fait. Je me suis dit, mais vegan, ça veut dire quoi? C'était il y a 8 ans. Et du coup, il m'a dit, bah, vegan, voilà, c'est par rapport à l'exploitation des animaux, tout ça. Et je lui ai dit, mais ça tombe bien parce que justement, moi, je cherchais un petit peu à réduire ma consommation de viande, à devenir un petit peu végétarien. Et il m'a dit, bah, vraiment, regarde cette vidéo et après, on en reparle. Et en effet, bah, alors, je peux le dire un petit peu là en live, c'est la vidéo de Gary Yourofsky. C'est une vidéo qui s'appelle Le discours le plus important de votre vie, quelque chose comme ça. Alors, c'est un peu pompeux, mais c'est vraiment un discours qui m'a vraiment changé la vie, puisque bah, du coup, je suis devenu vegan juste après ça. Euh, voilà, tout simplement. Alors peut-être pour aussi expliquer pourquoi vraiment précisément, c'est que on s'est rendu compte dans cette vidéo que on n'a pas besoin de matière animale, enfin que quel que ce soit de la viande ou des sous-produits animaux, pour être en bonne santé, pour vivre sa vie, voilà, pour vivre comme il faut. Voilà, ça c'est vraiment la chose la plus importante. Et du coup, bah, ça en découlait toute une philosophie de vie, parce qu'à partir du moment où on se dit qu'on n'en a pas besoin, eh bien, on va éviter finalement de créer la souffrance qu'on crée en utilisant des produits animaux, puisque pour produire ces matières-là, il faut élever la plupart du temps de manière industrielle, donc vraiment en ne prenant pas en considération toutes les conditions qu'une vie animale devrait avoir. Je prends l'exemple d'un cochon. Voilà, on lui retire les testicules à vif, on les parque dans des endroits où ils n'ont pas d'herbe, pas de boue, rien du tout. La seule boue qu'ils ont, c'est du caca qui s'entasse dans leur cage. Je suis désolé, je suis très cru parce que c'est vraiment ça, c'est toutes ces images-là qui ont fait qu'on est devenu vegan. Et ensuite, on s'était dit, bah, être vegan, c'est pas que dans l'alimentation, c'est aussi dans tout le reste, dans les activités qu'on peut avoir de loisirs, par exemple les cirques ou les zoos, et c'est aussi dans le vestimentaire. Et étant donné qu'on a créé cette marque familiale, ben, on s'est dit, bah, le véganisme, ça fera partie vraiment d'une valeur très importante dans notre marque. Ok, merci beaucoup Harry pour ce partage d'expérience du coup. Et toi Cyrielle, alors de ton côté, comment ça s'est passé pour toi? Alors de mon côté, moi, ça a commencé petite en fait. Je suis devenue végétarienne vers l'âge de 9 10 ans, quand j'ai commencé un peu à prendre conscience de ce qu'il y avait dans mon assiette. Donc pour le coup, à cette époque-là, il n'y avait pas trop de documentaires, de choses comme ça qui passaient. Donc c'est pas spécialement des images choquantes qui m'ont poussée à arrêter de manger de la viande. Ça a été plus une prise de conscience générale qui a fait que je me suis dit, mais j'ai plus envie d'avoir ça dans mon assiette et de manger des animaux, tout simplement. Et donc, voilà, ensuite, au fil des années, ben, c'est venu dans la mode assez naturellement, puisqu'en fait, à partir de l'âge où j'ai commencé à m'acheter mes propres vêtements, propres chaussures, je me suis dit bah, que j'avais pas envie de porter la peau d'un animal, j'avais pas envie d'en manger, donc j'avais pas envie de porter sa peau non plus. Et donc, voilà, ça a commencé par regarder les étiquettes, regarder les compositions pour éliminer le cuir. Pour ce qui est des autres matières comme la laine, c'est venu bien plus tard parce que je pense que comme beaucoup de personnes, j'ai un peu fermé les yeux sur ce sujet-là, mais on y reviendra plus Mhm. tard. Mais voilà, moi, ça a commencé par l'alimentation enfant et puis ça a été un peu un chemin en fait où naturellement j'ai commencé à éliminer de plus en plus de choses provenant des animaux. Et du coup, bah, tout ce qui est documentaire ou images un peu choc, qui au fil des années ont été de plus en plus vues en fait, ça a fait que conforter mon choix finalement. Donc j'ai jamais douté de ce choix-là. Voilà, au fil du temps, ça a fait que conforter un petit peu l'idée que j'avais plus du tout envie de contribuer à tout ça. D'accord. Et comment alors t'en es arrivé à te dire que tu allais lancer Zebra Vegan Shop de ce cheminement? Ouais, et bah, du coup, c'est venu vraiment d'un constat personnel, puisque donc je cherchais à titre personnel des chaussures, des sacs qui ne contenaient pas de cuir.
Alors à la base, voilà, je regardais vraiment que la matière en soi. Du moment qu'il n'y avait pas de cuir, ça me convenait. Et puis au fil des années, j'ai eu envie d'aller un petit peu plus loin dans la démarche éthique. J'ai commencé à me poser d'autres questions sur la provenance, où c'était fabriqué, quelle était réellement la matière. Et donc je faisais beaucoup de recherches sur Internet pour trouver quelque chose qui allait me plaire et qui correspondait vraiment à toutes ces valeurs-là. Et je galérais un peu, en fait, j'y passais beaucoup d'heures. Et au fil de toutes ces recherches, je découvrais des marques sympas, mais des marques qui n'étaient pas connues. Euh, voilà, ça nécessitait vraiment de d'éplucher à chaque fois un peu tous les sites internet pour avoir toutes les infos. Et je me suis dit, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas un site qui regroupe une Mm. sélection de jolies marques et où on aurait toutes les infos qui seraient claires, où on pourrait faire confiance, se dire, bon, bah, ok, ce site-là, il référence que des marques qui sont véganes et qui sont engagées en plus de ça. Et voilà, c'est comme ça que l'idée a émergé et que j'ai eu ensuite envie de lancer ma propre plateforme de D'accord, vente en tu vas ligne. nous en parler tout de suite Voilà, après, plus en détail. exactement. Et toi, Jonathan, alors, du coup, c'est toi qui as initié Harry. Donc, comment ça s'est Oui. passé de ton côté? Bah après, c'était facile, je lui ai juste envoyé la vidéo, il est devenu vegan tout de suite. Et en fait, comment moi je suis arrivé à voir cette vidéo, c'est que je suis tombé malade à cause d'un steak. Alors je sais que c'est à cause d'un steak parce que c'était pendant un mariage et tous les gens qui ont mangé le steak sont tombés malades. Et donc pendant 2, 3 jours, je mangeais que des pommes, des fruits, de la purée. Enfin, quand on est malade, on mange que des fruits et des légumes. Et du coup, j'en parle à mon cousin et je lui dis, c'est dingue, pourquoi quand on est malade, on mange que des fruits et des légumes? Et du coup, quand on se sent mieux, on continue on remange ce qui nous a rendu malade. Et de là, il m'a dit, tiens, c'est marrant, j'ai justement vu une vidéo qui expliquait que notre métabolisme n'est pas censé manger de la viande ou quoi que ce soit. On est à la base herbivore, même frugivore, je ne sais plus comment on dit. Bref. Frugivore. Hein? Frugivore, oui, frugivore. Frugivore, voilà. Et donc, je me suis dit, bon, je vais regarder, mais pour moi, c'était insensé. Et plus je regarde la vidéo, plus je me dis, ah, ok, c'est bon, je suis végétarien. Bon, vegan, c'est un peu trop poussé. Et finalement, je regarde la vidéo jusqu'au bout et c'est bon, j'ai tout jeté ce qui était chez moi. Je ne pouvais plus voir des produits laitiers, des produits animaux. Et grâce à ça, ouais, je suis devenu complètement vegan. Et première chose que j'ai fait, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé à Harry. Et d'ailleurs, je crois que c'était un 1er avril, parce que c'était genre poisson d'avril. Et c'était vrai, non, c'est pas un poisson d'avril, je suis vegan. Et donc, oui, de là, il y a tout ce qu'Harry a dit. Et en plus de ça, du coup, on s'est rendu compte qu'avec notre sac, c'était pas facile de trouver des événements 100% vegan, 100% éthiques. Alors, il y a des événements qui se disent sustainable, mode durable, mais ils vendent du cuir, ce qui est, on en parlera sûrement après, mais ce qui ne va pas ensemble, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, écoute, on va créer notre propre événement qui sera 100% vegan, 100% éthique. Et à la base, ça devait être juste un petit pop-up store. Et de là, en fait, en voyant la connexion qu'on a eue avec les marques et de voir tout l'amour et la compassion qu'il y a dans cette communauté, en fait, ça a poussé à faire plus à chaque fois parce que les gens sont là pour le véganisme, pour rendre ce monde une meilleure place et ils ne sont pas là pour l'argent ou pour leur ego ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui a poussé Fake Movement à grandir. Ok, super. Merci Voilà. pour ce partage aussi. Alors, du coup, je vous propose maintenant de nous présenter plus en détail vos concepts. Donc, du coup, Cyrielle, est-ce que Oui. tu peux présenter Zebra Vegan Shop, expliquer la sélection de marques, voilà comment ça se passe sur ton site. Et si tu veux, je peux partager en parallèle le site pour qu'on voit plus en détail comment il est. Ouais, bien sûr. Donc Zebra Vegan Shop, c'est une boutique en ligne de chaussures, de sacs et d'accessoires vegan. Je me suis vraiment concentrée sur ces produits-là, puisque à mon sens, c'était les produits qui étaient le plus compliqués, entre guillemets, à trouver en vegan. Donc je choisis des sélections en fait auprès de différentes marques européennes. J'avais envie, comme on disait tout à l'heure, de faciliter un petit peu la vie des consommateurs en regroupant une sélection au même endroit. Et c'est une sélection en fait qui regroupe des valeurs qui me sont propres. Donc c'est les valeurs de Zebra aussi en fait. J'ai centré ça autour de trois notions. Il y a la notion de respect. Donc c'est des marques qui sont dans le respect des animaux puisqu'elles n'utilisent aucune matière d'origine animale. Donc que ce soit pas de cuir, mais pas de colle avec des dérivés de poisson à l'intérieur, ce qui arrive souvent dans l'univers de la maroquinerie. Donc respect des animaux, respect des humains, puisque ce sont des marques qui fabriquent en Europe.
Donc, dans des pays où les lois du travail sont respectées normalement. Et puis, un respect de l'environnement aussi, puisque certaines marques utilisent un maximum de matières éco-responsables, font vraiment des efforts en fait, de ce côté-là en utilisant des matières innovantes. Alors, après, il y a la notion d'authenticité, dans le sens où le but, c'est d'être le plus transparent possible. Donc, on ne revendique pas être parfait. Aucune matière n'est parfaite, d'ailleurs. Donc, quand c'est du polyuréthane, on le dit. Quand c'est voilà, des matières qui ne sont pas forcément 100% éco-responsables, on le dit. Le but, voilà, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est d'être sincère et authentique, et surtout d'afficher les informations de manière claire pour que les consommateurs aient vraiment accès à toutes les infos. Et puis ensuite, la troisième notion qui me tenait à cœur, c'était vraiment la notion de plaisir, puisque, à mon sens, la mode, c'est un moyen de se faire plaisir, c'est un moyen d'expression. Et on peut autant offrir un cadeau à quelqu'un, mais aussi se faire un petit cadeau à soi-même en s'offrant une paire de chaussures, par exemple. Donc, j'avais envie vraiment de mettre en avant des produits qui soient beaux et pas seulement pratiques, et de casser un petit peu l'image, parfois un petit peu tristounette qu'on peut avoir de la mode éco-responsable. Donc voilà, mais les marques que je sélectionne, je les choisis en fonction de ces critères-là. Ok, merci. Du coup, en même temps que tu parlais, j'ai présenté les produits pour que les spectateurs puissent voir un peu plus ce que tu proposes comme sélection. Voilà. Super, Est-ce que tu voulais montrer quelque chose sur ton site pour compléter? Eh ben, écoute, rien en Ça particulier. va? Ok. J'invite tout le monde à aller fouiner Voilà, dans les différentes catégories, voilà, pour voir selon ce qui zebra les intéresse. veganshop.com. Exactement. Merci Cyrielle, en tout cas, d'avoir présenté plus en détail ton concept. Eh Merci. bien, Harry, je te propose maintenant de nous présenter Arsaio, les coulisses. On en a un peu parlé déjà dans l'introduction. Et en pareil, je vais présenter le site, comme ça on peut voir en quoi Avec consiste ce plaisir. sac unique. Avec plaisir. Alors Arsaio, déjà, c'est assez rigolo de dire que Harry, Sabine, Yoni, c'est les prénoms des 3 enfants de mon papa, Michel. C'est pour ça que ça s'appelle Arsaio. Et donc, c'est vraiment une entreprise familiale. Ça fait 25-30 ans, presque 30 ans que mon père travaille dans l'industrie des sacs. Et donc, il a eu cette idée voilà, de designer en fait ce modèle, qui est vraiment un modèle qui va s'apparenter à un accessoire mode. C'est-à-dire que c'est un sac à dos. C'est pour ça qu'on dit que c'est un sac à dos de ville. C'est parce que c'est plus qu'un sac à dos, c'est aussi un accessoire qu'on va agrémenter dans son style pour vraiment donner un peu plus de style en fait sur son look. Et alors, la merveilleuse histoire d'Arsaio, c'est qu'il y a une fermeture qui est sécurisée et donc qui est brevetée. Et on a eu double médaille d'or concours Lépine pour cette invention et médaille du ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Ah, Oui, j'ai j'ai eu un entendu un petit petit écho. écho. Ouais, C'est exact. ma faute. Je suis Ah, c'est coupable. pas grave. Je voulais voir en même temps. Ouais, il n'y a pas de souci. Et du coup, Et du alors coup, voilà, je montre la ça a été fermeture. vraiment. Comme Ouais, ça, on voilà. voit Alors, c'est mieux. vraiment cette Voilà. fermeture-là qui a fait le tremplin de notre succès, puisque vraiment, enfin, enfin, avec ces récompenses, on est devenu assez connu par rapport à ça. Et petit à petit, on a décidé aussi de prendre une direction plus éthique. Alors, plus éthique, ça veut dire bien sûr vegan, sachant qu'à la base, le sac à dos était déjà vegan, c'est-à-dire il ne présentait pas de matière animale. Et on s'était dit, on va aller encore un peu plus loin que sur l'aspect vegan, on va aller aussi sur l'aspect local, où on avait une production made in China, maintenant on a une production made in Portugal, plus éthique dans le choix des matériaux aussi. Là, on a par exemple ce que tu es en train de présenter, Mhm. le simili-serpent, qui est en fait à base de liège. Donc là, on va rechercher en fait l'apparence d'un pot de cuir de serpent, mais 100% végétal, à base de liège. Voilà. On a aussi d'autres exemples voilà, c'est exactement ce que je voulais que tu me montres, Ah le bah, simili croco, où là, c'est vraiment une sorte de croco, et surtout qu'on en parle énormément en ce moment, puisqu'il y a une campagne un petit peu qui s'appelle Drop Croc. Tu vois, Yoni, j'en parle parce on en parlait en Mhm. off. En fait, c'est une campagne pour vraiment arrêter en fait de produire cette peau de serpent. On le mm. voit en fait dans l'industrie du luxe, surtout puisque c'est une peau qui coûte très cher. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est vraiment la vie de ces pauvres crocodiles qui sont en fait entassés dans des cages et qui n'ont absolument pas d'espace pour vivre leur vie en fait.
Et voilà, en fait, il y a une campagne qui a été lancée, je crois, par PETA, qui est une organisation un petit peu l'équivalent de L214 aux États-Unis. Et du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'on propose des solutions. C'est-à-dire qu'en tant que vegan, souvent, on nous dit, ouais, mais vous incriminez un petit peu les gens, vous culpabilisez un petit peu la société de faire du mal aux animaux. Alors que, pas que, bien sûr, on est contre un système qui utilise des animaux, enfin, qui exploite des animaux, mais aussi, on propose des solutions. Et les solutions sont vraiment top. C'est vraiment, je vous le dis, on peut avoir, enfin, tout est véganisable comme on dit. C'est là, par exemple, la solution en croco, c'est une solution super résistante, très souple, qui peut être tout à fait utilisable pour des sacs à dos, pour n'importe quel vêtement ou accessoire. Donc voilà, où en étais-je? Je crois que c'était Ça va, tu nous as tout dit sur Arsaio? sur Arsaio, c'est ça, voilà. On est vraiment monoproduit. Alors, l'aspect éthique, c'est un petit peu ça aussi. C'est aussi le slow fashion. Voilà, c'est le fait d'avoir un seul produit. Ça va faire bientôt 6 ans. Alors, on ne vous cache pas qu'on réfléchit maintenant à se déployer, à élargir un petit peu la gamme de produits parce qu'on se sent enfin prêt. Mais c'est surtout que le fait d'avoir un seul produit, on va vraiment étaler cette mode, ce temps, enfin cette gamme qui pour nous, vraiment, pour nous, en tout cas personnellement, c'est complètement intemporel. Ça fait 6 ans qu'on fait ce produit et qui fonctionne bien. Et je pense que la communauté continuera d'aimer ce produit. Et c'est ça aussi, le côté slow fashion, c'est de créer un produit qui soit intemporel, qui va durer dans le temps. Et voilà. Ok, merci beaucoup Harry d'avoir présenté Arsaio. Donc, si vous êtes intéressé, arsaio.com, on a pu montrer le site. Et toi, Jonathan, alors, peux-tu nous parler de Fake Movement, nous en Oui. dire plus sur sa création, déjà ce que vous avez réalisé? Voilà. Alors, fake, du coup, fake veut dire Fashion for Animal Kingdom and Environment, donc la mode pour le royaume animal et l'environnement. Et du coup, quand on parle du royaume animal, on parle de tous les animaux, donc les êtres humains aussi. Et donc, on a deux conditions pour que les marques, si une marque veut faire partie du mouvement, il faut que les marques offrent des produits qui soient 100% vegan et 100% produits de manière éthique. On pense que c'est la base de la mode durable. On va sûrement revenir un peu plus sur ça pour expliquer pourquoi. Mais voilà. Ouais. Et d'ailleurs, si tu cliques dans The Fakers, vous pourrez voir la liste. On a une liste d'une centaine de marques. Toutes ces marques sont 100% vegan et éthiques. Et chaque marque que vous voyez, je les ai appelés au moins, parfois ça dure 10 minutes, parfois ça dure 2-3 heures. Et je vous mens pas, ça dure vraiment 2-3 heures parfois parce qu'on est tous passionnés dans ce milieu et on parle pendant des heures sur ça. Et voilà, le but c'est de créer des événements. Alors on a commencé avec un pop-up store. Donc c'était dans un magasin, on avait 10 marques. Euh, on offrait plein de petites choses dans l'événement, des photos, enfin bref, c'était un super événement. Et l'événement a tellement bien marché qu'on a décidé d'en refaire un. Et après ça, je ne me rappelle plus exactement de la chronologie, mais après ça, je crois que c'était à Paris où Harry s'en a occupé. Il a fait un événement aussi à Paris et on a fait un événement international en fait. Donc, on avait 3 événements au même moment en France, donc à Paris, à Tel Aviv et à Los Angeles. Et du coup, chaque marque était représentée dans ces 3 pays à l'autre bout du monde. Et ce qu'on avait fait, c'est que, par exemple, les marques de Los Angeles étaient à l'événement de Los Angeles, mais elles avaient envoyé un de leurs produits à Paris et à Tel Aviv pour être représentés dans les autres villes aussi. Et du coup, oui, je pense que ça, c'est un des plus gros événements qu'on a fait international. Ensuite, Harry a réussi à nous avoir aussi un coin dans Galeries Lafayette. Donc, pendant 2 semaines, il était là pour célébrer l'ouverture de Galeries Lafayette et pour promouvoir des marques éthiques. Et il a fait un fashion show aussi à Paris. Et ensuite, là, le dernier événement qu'on a fait, c'était un événement virtuel, donc 100% 3D, comme dans un jeu vidéo, où on arrive sur le site Internet, on pouvait se balader dans cette marketplace qui était 100% 3D. Et quand on clique sur les kiosques, on pouvait être en connexion directement avec les designers et leur poser des questions. Et d'ailleurs, on a sûrement un autre événement comme ça qui va arriver bientôt pour les fêtes. Mais
je vous en reparlerai quand on arrivera plus près de l'événement. Et oui, voilà, c'est ce qu'on a fait. On a fait aussi un musée. Oui, j'ai oublié de parler de ça, mais on a fait un musée à Los Angeles. Donc, un musée vegan fashion qui devait durer 2 mois, qui a duré finalement 3 mois. Et puis, on a fait des conférences, on a fait plein de choses. On essaie de faire le plus possible, mais le but premier, c'est toujours de sensibiliser les gens et de les éduquer et de nous éduquer nous-mêmes parce que, comme Cyrielle a dit, personne n'est parfait et on apprend toujours. Et c'est ça, en fait, la mode durable, c'est constamment apprendre. Et c'est ce que je dis tout le temps quand on me dit quel est le goal de Fake. Bah, le goal de Fake, c'est de disparaître, c'est que toutes les marques soient enfin 100% éthiques et qu'on n'ait plus besoin de mouvements comme Fake. Et c'est pour ça qu'on continue à apprendre pour mieux éduquer et mieux s'éduquer nous-mêmes aussi. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci Jonathan, en tout cas, pour ce partage. Alors, on va bientôt rentrer dans le vif du sujet autour de la thématique. Oui, Harry? Je voulais rajouter une toute petite Ah oui, chose. vas-y, je t'en prie. C'est vraiment une toute petite chose aussi pour comprendre aussi que Fake est découlé de vraiment notre vision du monde fashion. C'est-à-dire qu'on est devenu vegan, on a eu cette marque familiale et on s'est rendu compte que dans la mode, il y a tellement de choses à faire. Parce que nous-mêmes, Yoni et moi, enfin, je l'appelle Yoni, c'est son surnom, son diminutif. En fait, Jonathan et moi, on est militants aussi. On a fait pas mal d'actions, notamment devant des abattoirs, enfin vraiment beaucoup d'actions pour les animaux. Et on s'est rendu compte que on peut faire aussi beaucoup dans le monde fashion. Et je pense que c'est ça aussi. C'est vraiment, enfin, si je peux rajouter une petite couche, c'est vraiment pour expliquer notre engagement dans le monde fashion parce que il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire, juste à sensibiliser ou à proposer des solutions. Enfin, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Merci, Harry. C'est important, en effet, de se rendre compte. C'est pour ça qu'on fait ce talk aussi, pour sensibiliser, même si on ne va pas tous peut-être devenir vegan demain, mais au moins de se rendre compte de ce que ça implique et de commencer la transition. C'est comme il y a quelques années pour la mode éco-responsable, on en parlait à peine, ce n'était pas forcément très connu. C'est pareil, là, ça se développe aussi. Eh bien, je te propose, Harry, de nous expliquer, avant d'entrer dans le vif du sujet sur les matières, la différence entre être vegan, végétarien et végétalien, parce que c'est 3 mots, parfois où il peut y avoir une confusion, et peut-être juste rappeler la différence entre les 3. D'accord. Assez rapidement, être végétarien, c'est ne pas manger de viande. Être végétalien, c'est ne pas manger de viande et de sous-produits animaux, donc du beurre, du lait, des œufs, du miel, par exemple. Et être vegan, c'est étendre au-delà de son régime alimentaire, donc ne pas participer à des festivités où il y a des animaux qui sont exploités. Je pense à des courses de chevaux, des zoos, des cirques, comme je le citais tout à l'heure. Vegan, c'est aussi la mode. En effet, c'est ne pas utiliser de produits animaux sur ce qu'on met sur le corps. Et c'est aussi la cosmétique. Ok, merci. Comme ça, au moins, on est au clair sur ce que c'est et les différences. Alors, maintenant, on peut passer aux matières véganes. Du coup, c'est un sujet qui est central, je pense, de la mode végane, puisque c'est autour des animaux en particulier. Donc, je vous propose qu'on voit plus en détail les alternatives qu'on peut trouver. Donc, pour commencer cette transition, Jonathan, est-ce que tu peux nous présenter les alternatives au cuir? Parce que le cuir, c'est vraiment la matière, je pense, qui fait le plus polémique, sûrement. Donc, Oui. tu peux nous en parler plus en détail? Ouais, et alors d'ailleurs, juste avant qu'on en parle, j'aimerais bien expliquer pourquoi on appelle ça des alternatives au cuir. Voilà. Parce que le but, en fait, de ces alternatives, parce qu'on va sûrement revenir sur ça, mais il y a des matières faites à base de polyester, de plastique, et c'est un sujet qui revient souvent, où les gens se plaignent par rapport à ça. Mais encore une fois, il faut voir, on compare ces produits avec quoi? Parce que c'est une alternative à quelque chose qui est encore pire. Je pense qu'on en parle après peut-être de l'impact du cuir, mais en gros, je voulais juste préciser ça, que le cuir a 3 à 20 fois plus d'impact sur l'environnement que des alternatives. Et c'est pour ça qu'on appelle ça alternative. Et par exemple, ça serait parfait de commencer avec celle-là, le Pignatex. Donc, pour les gens qui ne savent pas, c'est à base de ananas. Donc, c'est avec les feuilles des ananas. Donc, c'est quelque chose qui est censé être jeté à la poubelle. Ils utilisent ces feuilles pour créer des fibres, pour les mettre ensemble et pour faire une imitation au cuir à base d'ananas. Et en fait, la personne qui a créé ça,
Dr Carmen, elle travaillait pendant 15 ans dans le cuir. Et ce qui l'a poussé à faire ces 5 ans de recherche pour créer cette alternative, c'est justement de voir l'horreur que le cuir était. Et c'est comme ça qu'elle a décidé de créer, oui, là, comme on peut voir, le Voilà, clignotant. j'ai partagé l'article qu'il y a sur ton site pour qu'on puisse Oui, voir mieux les matières, hein, les alternatives. ouais. Bah alors là, il y a une vingtaine de matières. Il faut savoir qu'il y en a plus et que tous les jours, il y en a toujours plus. Mais alors voilà, il y a du cuir à base de cactus, de mangue. Alors il y a bien sûr le liège qu'on propose avec Harry. Ouais, voilà, il y a du cuir à base de papier, synthétique, bien évidemment. Alors à base d'arbres, ben, c'est comme le liège, mais il y a plusieurs arbres qui ont cette capacité de pouvoir créer justement le cuir à base de bananes. Alors, c'est pareil, c'est avec les feuilles de banane. Après, il y a des matières recyclées aussi. Alors, je crois que plus bas, on peut voir. Oui, voilà, c'est celui qui est en aluminium. Alors, ce qu'ils font aussi, la même compagnie, alors c'est peut-être plus bas, je crois que je les avais mis, c'est avec les bubble wrap. Oui, voilà, upcycled bubble wrap. En fait, c'est les petites bulles qu'on explose avec nos Ah, doigts pour mettre pour protéger des produits. Ça, généralement, une fois que c'est utilisé, ça va à la poubelle directement. Et ben, il y a une compagnie qui reprend ça et qui crée justement une imitation de cuir avec ça. Il y a du café, il y a chambre à air, il y a champignons. Il y a tout est faisable. Il y a à base de maïs, à base de tout ce qui est ici. Et ça, c'est juste une petite partie. C'est ce qui est les plus connus, en fait. Mais tous les jours, il y a des nouvelles matières qui naissent. Mm. ok. En tout cas, il y en a beaucoup, hein. Il y en a que j'avais jamais vu encore. Genre le bubble wrap, j'ai découvert. Oui. Oh, il y a coconut aussi. Alors ça, c'est parfait. À base de coco. Ah ouais. Il y a apple skin, bien sûr. Mm. Il y a à base de raisin. Mhm. C'est non-stop, Oui, en fait. d'accord. On peut prendre n'importe quel fruit et Et en faire transformer. un cuir, entre guillemets. Exactement. Et puis l'histoire est tellement plus belle quand quelqu'un vous demande ah, mais c'est quoi cette, cette montre que tu as ou quoi que ce soit. Ah, bah ça, c'est fait à base de fruits. Il y a une belle histoire derrière, il y a une belle énergie plutôt que ah, bah ça, c'est un cochon ou un chien ou une vache qui a été dépecé pour créer. C'est pas aussi romantique que toutes ces belles alternatives. Exactement. Et d'ailleurs, au niveau du terme cuir, je crois qu'on peut l'utiliser pour dire cuir vegan ou... Alors, je pense, moi, je Oui, c'est l'utilise. bon, hein? Ok. C'est pas comme Je pour pense les que produits laitiers où on n'a pas le droit de dire lait, lait. À un moment donné, il y a une polémique exactement. sur ça aussi. Je crois que c'est Je un pense que peu Ouais, c'est... après, il y protégé quand a. même. Mm. Je Oui, crois que pardon? le terme cuir est un peu protégé aussi. Après, il n'y a rien de très clair et officiel à ce sujet, mais c'est vrai que ça fait un peu polémique d'utiliser le terme cuir pour parler de matières finalement qui Vegan. ne contiennent pas de peau d'animal. Ok, C'est un sujet, j'ai l'impression, qui va encore évoluer avec le temps. d'accord. Ouais, Après, le cuir, c'est une matière modifiée. On ne parle pas de la peau d'un animal. Si on portait la peau d'un animal, après 2 jours, ça va pourrir et ça va sentir horrible. Donc, il faut qu'on le mélange avec plein de produits chimiques pour créer ce qu'on appelle du cuir. Donc, le Mhm. cuir, ce n'est pas juste de la peau d'animal. Mhm. Donc, Ok. le cuir n'a rien de naturel. C'est un mélange de produits chimiques avec une peau morte. Alors que, donc, Donc, peu du coup, importe la peau finalement, peu importe la peau, si c'est une peau de fruit ou une peau d'animal, finalement, pour dire cuir. alors, c'est censé être spécifique Oui. pour les animaux, Mm. mais de nos jours, quand on dit du cuir vegan ou du cuir de pomme, on sait très bien que la pomme n'est pas un animal. Oui, Donc, je voilà, pense que c'est vrai. les gens comprennent. Exactement. Mais bon, on ne sait pas, puisque le cuir, depuis si longtemps, a été utilisé dans l'industrie de la maroquinerie, notamment avec les sacs et tout ça. Donc, est-ce qu'ils sont d'accord que dans la mode vegan, ça devienne un mot qui soit utilisé? Enfin, voilà, comme il y a eu l'histoire avec un peu les lobbies du lait, c'est Oui. plus Alors, ces sujets-là. ouais. Alors, justement, aux États-Unis, il y a quelqu'un ils l'ont poursuivi en justice, la fondatrice de Miokos. C'est du beurre et elle appelait ça du beurre vegan et elle a gagné. Elle a gagné grâce à la liberté d'expression. Elle a le droit d'appeler son beurre du beurre, même si c'est vegan. Et le cuir, c'est un peu pareil. Il y a des bonbons aux États-Unis qu'on appelle par exemple, leather mango. Alors, ça va être à base de mangue
et c'est du cuir de mangue, mais c'est des bonbons. Et ça n'a jamais posé de problème quand on appelle ça du cuir de mangue. Mais bien sûr, quand ça touche à l'industrie fashion, ben là, ça pose un peu un problème. Ouais. Ok. Merci de nous avoir présenté les alternatives au cuir. Donc, on pourra mettre le lien pour que les personnes, après le talk, s'ils ont envie de voir, prendre le temps de regarder tout ce que tu as partagé, parce que c'est vraiment très riche. Je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un œil après. Eh bien, Cyrielle, je te propose, toi, de nous parler des alternatives plutôt pour la laine et la soie en particulier. Alors, je vais partager ce que tu m'as présenté, proposé. Ouais. Alors, avant de parler des alternatives, en fait, j'aurais bien aimé expliquer en quoi ça pose problème finalement d'utiliser ou d'acheter de la laine ou de la soie, puisque pour beaucoup, on voit la laine en fait comme une matière qui est naturelle, qui implique pas spécialement de souffrance ou la mort d'un animal. On a l'impression simplement de prendre les poils du mouton, alors qu'en fait, il y a des pratiques assez horribles qui se cachent derrière cette industrie-là, puisque la plupart de la laine qui est utilisée pour les pulls, par exemple, qu'on trouve dans la plupart des grandes enseignes, c'est de la laine qui provient des moutons mérinos. C'est une laine qui est produite la plupart du temps en Australie, et c'est un pays qui pratique le museling. Donc le museling, en fait, c'est une pratique qui consiste à couper l'arrière-train et la queue des moutons pour empêcher la prolifération d'une bactérie qui s'appelle les miases. En fait, c'est des mouches qui pondent des œufs sous la peau des moutons. Et donc, bien sûr, cette infection, elle est due au fait que c'est l'élevage intensif, au fait que l'hygiène ne soit pas respectée, qu'il y ait trop de moutons les uns sur les autres, etc. Et donc, pour empêcher ça, voilà, on pratique le museling, qui est donc de la torture pure et dure. Et puis, l'industrie de la laine est complètement liée à l'industrie de la viande, puisque les moutons qui sont élevés pour leur laine sont ensuite envoyés à l'abattoir pour finir dans les assiettes. Donc, voilà, en quoi la laine pose problème sur ces plans-là éthiques. Donc après, en termes d'alternatives, il y a pas mal de choses qui se font. Pour tout ce qui est pour les pulls, par exemple, on peut utiliser du coton. Alors, je préciserai du coton bio, parce que le coton conventionnel voilà, n'est pas éco-responsable, mais du coton bio, du coton recyclé, par exemple, voilà, avec ce pull qu'on voit là sur la photo de gauche qui est fait à base de coton recyclé. C'est la marque Minuit sur Terre qui fait ce pull. Après, en coton bio, donc les baskets qu'on voit sur la photo du milieu, elles sont fourrées en coton bio. On a l'impression que c'est de la laine, un fourrage laine. Donc c'est bien fait, hein? C'est hyper douillet, c'est voilà, super chaud pour l'hiver. Et puis pour les manteaux, parce que c'est un petit peu la grande question, c'est que la laine, c'est quand même une matière qui est réputée pour tenir chaud. C'est un petit peu compliqué parfois de trouver des manteaux chauds vegan. Et donc là, on a la marque Magnétique qui fait des très beaux manteaux à base de polyester recyclé, à base de bouteilles en plastique récupérées dans l'océan. Voilà, donc pour ce qui est des alternatives à la laine, après, il y a d'autres marques qui utilisent pareil, du coton bio, du coton recyclé. Je pense à une marque qui s'appelle Two Thirds qui fait des pulls assez sympas. C'est une marque espagnole. Il y a la marque française SKFK aussi que j'avais envie de citer, qui fait des trucs très sympas en vegan, en pull. Donc voilà, il y a aussi la marque Patagonia qui est une marque éco-responsable, qui vraiment fait un effort là-dessus depuis des années et des années. Ça a été un peu des pionniers et ils font des vestes polaires, notamment à base de polyester recyclé. Donc comme quoi on peut faire des choses qui sont à la fois chaudes, jolies et éco-responsables sans laine. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était vraiment des alternatives à la laine. Et ensuite, en ce qui concerne la soie, donc la soie, c'est donc la fibre avec laquelle les vers à soie tissent leur cocon. Et donc pour récupérer cette fibre, en fait, il ne faut pas que le ver sorte de son cocon. Parce que s'il sort de son cocon, il fait un trou dedans et donc c'est beaucoup plus compliqué pour récupérer la fibre. Donc les vers à soie, c'est pareil, c'est de l'élevage en fait, de vers, de chenilles. Et on les ébouillante quand le ver est encore à l'intérieur du cocon, on les bouillante pour donc tuer le ver et récupérer la soie. Donc en moyenne, il faut tuer environ 6000 vers à soie pour obtenir 1 kg de soie. Voilà, pour donner une petite idée de la quantité énorme qu'il faut, voilà, juste pour produire un petit peu de soie. Donc là, en termes d'alternatives, on va avoir donc le satin, par exemple. Alors le satin, ce n'est pas une matière en soi, c'est plus une méthode de tissage. Donc ça peut être fait à partir de différentes matières. Ça peut être du satin de coton, ça peut être du satin de viscose, de polyester. Voilà, donc c'est juste le tissage qui fait que ça donne l'effet soyeux. L'effet soyeux qui, au toucher, ressemble énormément à de la soie.
Ensuite, on a le lyocell. Donc, par exemple, la robe de la photo du milieu est en lyocell. Donc, c'est aussi soyeux que la soie. Aussi, ça a des propriétés antitranspirantes en plus de ça. Donc, c'est une matière qui est vraiment, qui a un faible impact environnemental, qu'on voit de plus en plus, heureusement. Et c'est une matière qui est vraiment sympa. C'est fait à base de pulpe de bois. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On va avoir le viscose, qui pour le coup, alors c'était une matière éco-responsable avant, dans les premières années où c'était fabriqué, ça l'est plus aujourd'hui. Ça ressemble en tout cas, si on cherche vraiment quelque chose dont l'aspect ressemble à de la soie, c'est une bonne alternative. Et puis j'ai fait une découverte vraiment il y a quelques jours sur une matière qui m'a assez bluffée. C'est de la fibre d'asclépiade, ça s'appelle. Donc, c'est aussi appelé la soie d'Amérique. Et en fait, l'asclépiade, c'est une plante qui pousse au Canada. C'est un peu considéré comme une mauvaise herbe parce qu'en fait, ça pousse, ça prolifère. Il n'y a pas besoin de l'arroser ou quoi que ce soit, ça pousse tout seul. Et en fait, il y a des propriétés très intéressantes de cette plante. Donc, on voit sur la photo de droite, en fait, ça fait un peu comme du duvet presque. Et donc, c'est super ça pour l'utiliser, par exemple, pour des vêtements d'extérieur, comme des doudounes, des choses comme ça, pour rembourrer. Donc, ça pourrait plus se classer en termes d'alternatives, plutôt dans la catégorie alternative au duvet, par exemple. Euh, mais en tout cas, ça a des propriétés super, une performance thermique, c'est respirant, c'est léger, ça a des propriétés isolantes. Donc, je pense qu'on va entendre parler de plus en plus de cette plante dans l'avenir. Voilà, c'est pas non plus tout nouveau, mais en tout cas, je viens de la découvrir et j'ai vu qu'il y avait notamment une marque canadienne qui va sortir des doudounes et pas mal de vêtements d'extérieur avec ça. C'est une marque qui s'appelle Atypique. Voilà, j'ai découvert une petite vidéo sur YouTube sur cette marque. Éventuellement, on pourra la mettre dans la description s'il y a des curieux. C'est très intéressant. Merci, Cyrielle, pour ce partage autour de cette fibre, Voilà. d'ailleurs. Je ne connaissais pas, donc merci. On repart tous avec des nouvelles Comme quoi, connaissances. il y a toujours des nouvelles choses sans arrêt qui se font, donc C'est ça, ça n'arrête pas. faut Surtout rester à en ce moment, jour. hein. L'innovation, en termes de matière, elle est à son apogée. Et du coup, on peut passer à Harry pour la partie Ouais. alternative à la fourrure et donc au duvet. Ça fait une bonne transition avec Oui, ça fait une très belle transition, voilà. justement. Je voulais en parler pendant ma petite séquence, mais il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est vraiment enfin, cette asclépiade, je crois, c'est vraiment une matière qui a été découverte il y a quelques années. À l'époque, je vivais au Canada, je suis devenu vegan au Canada. Et c'est vrai qu'on devait se vêtir avec des vestes ultra chaudes pour affronter les moins 35 degrés. Et cette matière, en fait, elle est en train d'être étudiée même par des chercheurs qui sont dans des pôles, enfin, au pôle Nord, au pôle Sud, pour justement tester le côté respirant et en même temps le côté chauffant. Et enfin, il y a plein de tests qui se font. Et c'est vrai qu'on en attend beaucoup. Enfin, ça fait des années que j'en entends parler, mais je pense que, enfin, ils vont sortir vraiment des produits très intéressants, je pense, à partir de ça. Et alors oui, pour parler donc du duvet et de la fourrure, je pense que je vais faire un petit peu comme Yoni et Cyrielle, c'est que je vais peut-être parler de pourquoi on en a besoin de ces alternatives pour justement éviter l'exploitation animale, notamment par rapport à la fourrure. Alors je pense que je vais vraiment surprendre personne, que quand on parle de la fourrure, c'est vraiment de la cruauté vraiment à son paroxysme. Parce que pour faire de la fourrure, je crois que c'est 1 milliard à peu près d'animaux qui sont tués chaque année dans le monde. Et c'est que 80% de ce milliard, c'est des animaux qui sont élevés en cage. Alors quand on pense aux visons, aux renards, parfois même à des chiens, voilà, tous ces animaux qui en règle générale font des kilomètres chaque jour pour vivre et chasser, eh bien là, ils sont enfermés dans des toutes petites cages. Et ça, c'est pendant 1 an, voire 2, voire 3 ans. Voilà, sachant qu'ils sont aussi engrossés pour avoir le plus de surface de fourrure qui soit vraiment enfin, bien étalée sur tout le corps pour avoir plus de fourrure. Et en général, ils sont tués. Alors, voilà, je vous épargne les détails, mais voilà, c'est pour éviter justement tout ça. Et aussi, alors oui, donc je vais rester sur la fourrure. En termes d'alternatives, alors on a bien sûr de la fibre synthétique. Souvent, on dit voilà, c'est du synthétique, mais quand même, le synthétique est beaucoup moins polluant que la fibre que l'animal, puisque l'animal va consommer, enfin, élever des animaux, on va consommer de l'eau, on va consommer aussi beaucoup d'énergie. Et donc là, j'ai aussi un visuel que je t'ai envoyé qui s'appelle Ecopel. Et alors,
Ah Non, oui, alors c'est celui-là? voilà, c'est pour montrer un petit peu le type de fourrure. Quand on parle Oui. de fourrure de renard, c'est souvent cette fourrure-là. C'est souvent la fourrure qu'on voit aussi sur les capuches des vestes qui coûtent en plus pas cher parce que c'est tellement produit industriellement que en fait, le prix de la fourrure est vraiment pas cher. Mais voilà, c'est ce type de fourrure qu'on peut voir. Et il y a une marque, alors il y a juste le logo que je t'ai envoyé qui s'appelle Oui. Ecopel. Et c'est une marque assez intéressante parce que cette marque propose de la fibre synthétique, mais de la fibre synthétique recyclée. Alors, une partie, je crois, dans sa composition est recyclée. Et je pense même, si je peux peut-être m'avancer sur ce qu'ils vont proposer, mais ils vont proposer aussi des matières synthétiques végétales, notamment le synthétique de maïs qu'on peut voir déjà dans d'autres produits autres que la mode. Voilà, donc ça peut être une belle alternative aux fourrures. Et honnêtement, enfin, de plus en plus, on se rend compte qu'on n'arrive même plus à faire la différence entre entre la fourrure et l'imitation fourrure. La seule façon de vérifier, c'est de brûler la matière pour voir un petit peu comment la Comment elle matière réagit. réagit? Mm. Ouais. Par rapport au duvet, alors voilà, pour expliquer aussi pourquoi on cherche à avoir des alternatives au duvet, c'est parce que ça génère aussi de la souffrance. Souvent, dans l'esprit des gens, on pense qu'on va plumer les oiseaux quand ils sont morts, alors que c'est faux. La plupart du temps, en fait, les oiseaux sont vivants pour qu'ils puissent régénérer de la plume sur leur corps. Et souvent, des oiseaux peuvent être plumés 3, 4, 5 fois dans leur vie. Voilà. Et aussi, il y a un autre phénomène où aussi on ne se rend pas compte. On pense que c'est souvent des canards ou des... Enfin, ce sont des canards ou des oies, mais c'est souvent lié avec l'industrie du foie gras. Alors, quand on est un petit peu contre le foie gras, l'industrie du foie gras, bah, on pourrait aussi être contre l'industrie du duvet, puisque on va plumer en fait ces mêmes animaux qui seront ensuite tués pour leur foie. Donc voilà, c'est intéressant de casser un petit peu ces clichés. Et donc, pour des alternatives, alors on a la fameuse alternative que Cyril nous avait présentée. On a bien sûr des alternatives en synthétique. Donc ça, c'est en polyester, par exemple, où on va fourrer des vestes ou des coussins pour la literie. On va fourrer en fait avec de la matière de fibre synthétique. Et je pense aussi, alors je ne t'ai pas envoyé de visuel, désolé pour ça, il y a une autre matière végétale qui s'appelle le kapok. Et ça aussi, c'est une matière végétale assez intéressante puisqu'il va avoir vraiment les mêmes propriétés que le duvet, c'est-à-dire cette propriété un peu gonflante, aérienne, et en même temps respirante et qui garde la chaleur. Ah, je te vois en train de checker. Tu veux que je regarde, que j'en montre Ouais. une? Bah, si tu veux, en fait, bah, même pour nos auditeurs auditrices, ça s'appelle Kapok, Kapok. Oui, c'est ça. Et voilà, ça peut être aussi d'autres alternatives, tout en sachant que, je pense qu'on le répète souvent, mais ces alternatives vraiment, il y en a de plus en plus. Et je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a de plus en plus de demandes. Les consommateurs se rendent compte de la réalité de ces matières animales et donc ont envie de s'orienter vers d'autres alternatives. Et on se rend compte que dans la nature, il y a plein de choses qui peuvent justement remplacer ces matières animales. Ok. Ah oui, je l'ai trouvé. Attends, je vais partager une image, comme ça on voit à quoi ça ressemble. D'accord, Ça peut être sympa de se rendre compte. Alors, j'ai trouvé avec l'effet mousseux comme ça. d'accord. Voilà. C'est ça. Ah bah voilà, parfait, Voilà. parfait. Alors ça se trouve en Amérique latine, il me semble. Et puis voilà, moi, ça me fait penser tout de suite à du coton. Et Oui, c'est ça, exactement. ouais, Je me suis dit, ça fait cotonneux. c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et c'est fou parce que vraiment, pour vivre dans le monde de la mode depuis quelques années, eh bien, chaque année, il y a au moins, je ne sais pas, une dizaine de nouvelles matières qui sortent. On se dit, ah bah tiens, on ne savait pas qu'on pouvait faire du cuir avec ça ou du duvet avec ça. Et c'est ça qui est super intéressant, quoi. Merci beaucoup, en tout cas, parce que vous avez partagé beaucoup de choses très enrichissantes. Et ça montre qu'il y a vraiment une possibilité de s'habiller autrement qu'avec des matières animales. Donc ça, c'est positif pour nos amis, nos amis les animaux. Mhm. Et alors, il y a quand même une petite question que j'ai à vous poser. On peut parfois hésiter à se tourner vers des matières véganes, notamment dans la maroquinerie, parce qu'on a peut-être cette fausse croyance que ce serait moins résistant que le cuir. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas et qu'est-ce que vous en pensez? Jonathan, qu'est-ce que tu dirais? Bah, du coup, oui et non, ça dépend vraiment de
des matériaux qu'on prend. Par exemple, si on prend le liège, ça peut être 3 à 6 fois plus résistant que le cuir. Donc, ça dépend vraiment de la matière. Après, ça dépend de la qualité du liège, ça dépend de plein de choses. Ce qui est important, c'est surtout de savoir pourquoi on prendrait une autre alternative que le cuir. Il faut savoir que le cuir, si c'est résistant, c'est parce que c'est rempli de produits chimiques. À la base, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le cuir, c'est une peau. Et si on porte une peau, après 3 jours, elle commence déjà à se détérioriser. Et là, pourquoi ça reste résistant et ça dure pendant des années? Les gens adorent dire que le cuir, c'est justement une matière qui est naturelle et qui est biodégradable. Ben, justement, non, on met plein de produits chimiques pour être sûr que ça se biodégrade pas. Ok. Et du coup, on utilise une cinquantaine de produits chimiques. Il y a quelques de ces produits chimiques, désolé, sont cancérigènes, sont horribles pour notre peau. Et il faut savoir que le cuir, c'est fait pour nous tenir chaud. Donc, bien sûr, quand on a chaud, ben, on transpire, nos pores ils s'ouvrent et c'est là où les produits chimiques peuvent facilement rentrer. Et c'est pour ça que porter des matières cancérigènes, c'est horrible de la même manière qu'on ne mettrait pas de crème avec des produits cancérigènes à l'intérieur parce que ça Hmm, pénètre. bien sûr. Et du coup, voilà, il faut vraiment se rendre compte à quel point cette industrie, elle est horrible et qu'on trouve des alternatives, pas parce qu'on veut un produit qui dure des millénaires. Un produit, c'est pas censé durer 1000 ans. Ça peut durer une vie si on en prend bien soin. Mais le but, c'est de consommer différemment, de consommer des produits qui sont meilleurs pour l'environnement, meilleurs pour les animaux, bien sûr, et pour notre santé, et d'en prendre soin, de pas se dire que oh, le produit doit Hmm. durer des années. Non, on prend soin d'un produit quand on l'a, parce qu'on veut que ça dure longtemps. Et si on en prend soin, ça dure aussi longtemps que n'importe quel autre produit. Moi, j'ai jamais eu de problème avec des produits, Hmm. même en synthétique qui, après quelques mois, se détériorise parce que j'en prends soin. Hmm. Donc, ouais. Et pour toi, Cyrielle, justement, toi qui vends des produits vegan, notamment des chaussures, est-ce que tu as déjà eu des retours parce que la matière tenait pas? Parce que c'est ce que j'avais entendu parfois pour des chefs de produits qui cherchent des nouvelles matières pour remplacer le cuir. Et ben, il s'avère que parfois ça ne dure pas dans le temps pour les porter, qu'au bout de quelques mois, en fait, elles s'abîment. En fait. Et donc, comment ça se passe, toi, par rapport à ton expérience? Alors, par rapport à mon expérience, que ça soit mon expérience personnelle comme professionnelle d'ailleurs, puisque donc, je porte à titre Voilà. personnel des chaussures véganes depuis quasiment toujours, j'ai jamais rencontré de soucis de robustesse. Après, je rejoins totalement Jonathan sur le fait de prendre soin en fait aussi de ces Mm. affaires. Et en fait, ça dépend de tellement de paramètres parce qu'effectivement, ça va dépendre de ce qu'on a acheté et de comment on le porte aussi. C'est sûr que si on porte tous les jours la même paire de chaussures, et, autant pour aller faire une rando que pour marcher n'importe où, ça va s'user plus vite, que ça soit du cuir ou non. Donc ça dépend de pas mal de paramètres de ce côté-là. Après, j'ai jamais eu de mauvais retours clients concernant les chaussures que je vends sur le site. J'ai pas mal d'ailleurs d'amis et de membres de ma famille qui, quand j'ai débuté, m'ont pris des paires. Donc ce qui est sympa, c'est que je peux voir justement au fil du temps comment elles vieillissent. J'ai vraiment l'expérience par rapport à ça. Donc, j'ai jamais rencontré de soucis particuliers. Ça vieillit pas plus mal que des chaussures en cuir. Mm. Les fabricants de ces matières alternatives, d'ailleurs, font quand même beaucoup de tests avant de les commercialiser. Pour ce qui est des matières assez récentes, comme Apple Mm. Skin, le simili-cuir de pomme, ou VGA, le cuir de raisin. Je sais qu'ils font énormément de tests pour être sûr justement qu'ils puissent vendre ces matières-là et qu'elles soient Mm. fiables pour la conception de chaussures ou de sacs. Après, c'est sûr que c'est des matières qui sont quand même assez nouvelles. Donc, on n'a pas énormément de recul. On n'a pas autant de recul que pour du cuir, c'est sûr. Mais justement, ce qui est important, c'est de laisser la chance à ces matières-là de voir le jour, de les tester. Parce que plus on les utilisera et plus elles pourront être améliorées et mieux elles seront. Donc, c'est sûr qu'il ne faut pas, voilà, faut pas se voiler la face. C'est des matières qui sont nouvelles, mais qui ont quand même été testées avant. Et donc, on peut faire confiance là-dessus en termes de qualité et de résistance dans le temps. Après, il y a une autre chose que je voulais préciser aussi, c'est qu'il n'y a pas que la matière qui fait la qualité d'une paire de chaussures, par exemple. Il y a aussi la confection, la manière dont les finitions ont été faites. Par exemple, si la semelle a été cousue à la tige, ça va être beaucoup plus résistant que si on avait simplement utilisé de la colle.
Donc voilà, pas s'arrêter juste à la matière finalement quand on veut acheter une paire de chaussures ou même un sac, il y a tout plein d'autres choses qui font que ça va être résistant ou pas dans le temps. Mm. Merci. Et toi, Harry, est-ce que tu aimerais ajouter Ouais. quelque chose de ton côté? Ouais, je veux bien ajouter mon expérience en tant que marque en fait de sac à dos. Déjà, la question elle est intéressante parce que c'est souvent des questions qu'on nous pose quand on ne connaît pas trop le véganisme. Enfin, c'est surtout par rapport à des a priori. Et on se dit bah oui, bah si c'est pas du cuir, ça veut dire c'est pas naturel ou c'est pas résistant et tout ça. Alors que nous, on est là justement pour casser ces codes-là. Déjà, c'est sûr et certain que il y a du bon cuir, il y a du bon liège, il y a de très mauvais cuir, très mauvais liège. Donc déjà, ça dépend de la matière. Ça dépend, comme tu dis, de la confection céréale. Et aussi, pour parler des marques qui se lancent dans ces matières-là, c'est pas des petites marques. Enfin, après, bon, tout est relatif. Mais il y a quand même Adidas qui a sorti ses fameux Stan Smith en cuir synthétique. On a Nike qui a sorti des Air Force One avec du Pignatex, donc la fameuse matière en fibre d'ananas. Donc, il y a quand même des énormes marques qui se lancent là-dedans en se disant, bon, allez, c'est parti, on y croit nous aussi, et il y a un public, il y a un marché pour ça. Je voudrais vraiment parler d'une chose aussi importante, c'est que quand on consomme ces matières-là, euh, bien sûr, on va toujours vérifier, alors par rapport au cuir, les propriétés sont comme ci, comme ça, alors que je pense qu'il faut aussi se dire que bah, c'est une autre matière qui n'est pas du cuir, mais on va accepter aussi bah, les propriétés de cette matière-là. Je prends l'exemple du liège, par exemple, puisque pour ma part, on vend des sacs à dos en liège. On a des personnes qui sont arrivées au bout de quelques mois en disant, bah voilà, j'ai l'impression, enfin, la matière va réagir de telle ou telle manière. Et on leur dit, bah oui, en fait, c'est une matière qui est naturelle. C'est une matière qui va se patiner avec le temps, par exemple, ou qui va s'assouplir aussi avec le temps. C'est-à-dire que plus on va l'utiliser, et plus la matière va être souple. Alors, moi, personnellement, je trouve ça génial pour un sac à dos, et d'autres personnes vont être surprises. Bah oui, mais en fait, ce qu'on va expliquer, c'est que vous allez peut-être être surpris parce que il faut appréhender, en tout cas, imaginer différemment comment la matière va être utilisée. Et je pense qu'il y a une acceptation aussi de cette nouvelle matière pour comprendre que parfois, il faut un petit peu laisser tomber la comparaison avec ce qu'on connaît pour accepter que bah, c'est des nouvelles matières avec des nouvelles propriétés. Et c'est là où ça peut être aussi intéressant, c'est ouvrir son esprit pour imaginer aussi bah, plusieurs utilisations pour ce type de matières qui sont beaucoup mieux, encore une fois, pour les animaux, pour l'environnement et pour les humains. Merci d'avoir précisé ce point qui me semble important pour ceux qui hésitaient éventuellement de se tourner vers des matières cuir vegan. Et maintenant, on pourra parler peut-être de la composition de ces matières, parce qu'il y a aussi parfois des polémiques sur le plastique qui peut être mélangé, notamment avec l'Apple Skin, où il y aurait pas, ça ne serait pas pur, mais il y aurait un mélange. Alors, quel est l'impact environnemental versus cuir, fourrure, laine de ces matières véganes? Jonathan, tu veux reprendre sur le cuir? Avec plaisir. Bah, Harry, justement, il a partagé, je crois, avec toi un graphisme qui montre justement à la perfection ça. Tout à fait, je vais vous le Et, mettre tout de suite. justement, ça a été fait par Global Fashion Agenda. C'est une étude qu'ils ont appelée The Pulse of the Fashion Industry. Ils le font tous les ans. Et en 2017, ils sont concentrés sur étudier la différence entre justement les matières animales et les matières végétales. Et on se rend compte que le cuir, le cuir a trois fois, ben voilà, vous pouvez voir, il a à peu près trois fois plus d'impact sur l'environnement que du polyester, par exemple, qui est censé être le pire. Tout le monde ne veut pas porter de polyester. On est tous d'accord pour dire qu'il faut qu'on arrête avec le polyester. Et ben, le cuir, c'est trois fois pire que le polyester. Après, quand on utilise des matières comme le Apple Skin, ben justement, il ne faut pas se dire, ah tiens, ils prennent une matière en pomme et ils rajoutent du plastique dedans. C'est non. Comment réduire le plastique? Ben, on va rajouter de la pomme à l'intérieur. Et le but, c'est justement de réduire le plastique et pas de trouver des failles pour pouvoir vendre un produit en plastique. Non, le but, quand vous demandez à n'importe quelle marque végane éthique, ils vont vous dire que leur but, c'est pas de créer de la consommation, c'est d'offrir des alternatives. C'est qu'on arrête de consommer enfin, quand on voit ce graphisme, c'est quand même choquant, ça fait peur. On ne veut plus que les gens consomment du cuir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on offre des alternatives. On offre les meilleures alternatives possibles au prix le plus abordable. Donc, bien sûr, si on a un peu plus
d'argent, bah, on peut s'offrir une alternative qui sera encore plus éco-responsable. Mais même si on n'a pas assez pour s'acheter du cuir, bah, on peut avoir des alternatives qui seront moins chères et moins polluantes. Alors, est-ce que c'est la solution? Non. Est-ce que c'est une meilleure solution? Oui, définitivement. C'est ce que je dirais. D'accord. En effet, ce graphique est assez impressionnant. C'est intéressant de le voir parce qu'il y a aussi cette idée que le sky, enfin, parce que c'était un peu ça la critique aussi, finalement, bah, on met du plastique, donc c'est pas forcément mieux que le cuir. Mais là, en fait, on voit en effet qu'il y a une sacrée différence d'impact. Donc, merci en tout cas pour le partage. Et Cyrielle, est-ce que toi, tu aimerais compléter pour la partie matière, laine, soie dont tu as parlé? Oui, bah en plus, c'est des matières qui sont aussi représentées dans ce graphique. Je voulais aussi, pareil, mentionner cette étude parce que c'est vraiment très flagrant, comme tu le disais. Donc, au niveau de la laine, si je ne dis pas de bêtises et que je vois bien, c'est la 5e matière la plus polluante. Mhm. Donc, voilà, du fait, comme je disais tout à l'heure, que l'élevage de moutons, c'est de l'élevage intensif, donc qui cause de la pollution. La laine est traitée aussi. Pareil, on dit souvent que c'est une matière naturelle, mais il y a des traitements qui sont faits sur la laine, des produits chimiques qui sont utilisés, qui sont ensuite reversés parfois dans les eaux. Et j'avais lu aussi quelque chose qui m'avait assez choqué. C'est en Nouvelle-Zélande, en fait, les gaz émis par les animaux, et donc principalement les moutons, parce qu'il y a énormément d'élevage de moutons là-bas, ça représente 90% des émissions totales de méthane du pays. Parce qu'en fait, Mhm. quand les moutons digèrent leur nourriture, il y a des gaz qui s'accumulent dans leur intestin. Et en fait, bah, quand ils libèrent ces gaz-là, bah, ça crée du méthane dans l'atmosphère. Donc voilà, il y a tous ces paramètres-là qui font que c'est une matière polluante. Et la soie, bah, c'est pareil, c'est la deuxième matière la moins polluante La par plus rapport polluante. la Non. plus polluante, pardon. J'allais dire. Mhm. La deuxième matière, ouais. Donc pareil, par rapport à son impact sur le réchauffement climatique. Donc voilà, en plus d'être nocif pour l'environnement, il y a toute la question éthique aussi qui va derrière sur les méthodes de fabrication et dont les cocons voilà, sont ébouillantés aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et il y a aussi, pareil, des produits chimiques qui sont utilisés pour limiter la prolifération des parasites dans les élevages de soie. Mhm. Donc voilà, encore une fois, des produits nocifs. Et il y a aussi une grande quantité d'eau, c'est ça que j'avais oublié de dire aussi. Bah voilà, vu que c'est ébouillanté, il y a aussi Mhm. énormément d'eau qui est utilisée dans cette industrie. Ok, merci. Et Et je Harry? voulais- Ah, Ouais. pardon. Ouais, je trouve ça super intéressant quand on parle de véganisme, ce n'est pas que par rapport aux animaux, c'est aussi, là on le voit, par rapport à l'impact environnemental. Et aussi, Yoni il l'a aussi un petit peu précisé par rapport aussi à la santé, puisque quand on met des produits chimiques sur la peau, il y a aussi cette transmission de produits chimiques qui rentrent dans notre corps. Donc vraiment, quand on parle finalement de sujet vegan, enfin de véganisme, c'est vraiment c'est tous ces paramètres-là. Et puis voilà, c'est sûr que l'idée, bien sûr, c'est de pas, enfin, de ne pas culpabiliser les gens, j'allais dire, mais c'est surtout de donner les informations pour qu'on puisse ensuite être des consommateurs, consommatrices, comme tu le sais si bien dire, Natacha. Exactement, on est là pour ça. C'est ça. Voilà, donc, ouais, tout est dit, hein. Et pour la fourrure, parce que je vois pas la fourrure là dans les impacts, est-ce que tu as éventuellement une info là-dessus plus en détail ou pas forcément? Alors là, tu me poses une colle, mais bon, vu que c'est à peu près, comme je disais, 1 milliard Oui. d'animaux qui sont tués chaque année, on peut imaginer que 1 milliard, Ah, cette production génère non. énormément. Mm. Oui, pardon, enfin, génère énormément de consommation d'eau, énormément de pollution aussi. Je reprends aussi l'exemple de la laine qui doit être traitée. J'imagine que pour la peau, enfin, la peau avec le cuir, enfin, avec la fourrure, puisque la fourrure, ça reste de la peau. Donc, cuir et fourrure, c'est un peu la même chose. Faut la traiter aussi. La traiter avec plusieurs produits chimiques pour éviter que cette peau qui maintient la fourrure se dégrade. Puisque comme on le disait tout à l'heure, une peau, je veux dire, de n'importe quel animal, ça va se dégrader en quelques jours. Donc, c'est ça aussi l'impact que ça peut avoir sur la fourrure. Voilà. Exemple, j'ai envie de vous le partager avec vous, c'est que moi, j'ai des moutons en fait chez moi. Et on m'a dit, bah voilà, est-ce que vous pourriez utiliser la laine de vos moutons? Et c'est tellement, je vous promets que c'est tellement une galère d'utiliser la laine des moutons que j'ai chez moi, donc de mes moutons, que je préfère finalement mettre la laine dans le compost. Voilà, souvent les gens sont un peu choqués, mais honnêtement, la laine, pour qu'on puisse l'utiliser,
Enfin, il faut savoir que le mouton, en fait, c'est un animal qui va vraiment se protéger d'un environnement très froid et très sec. Du coup, enfin, c'est là où on se rend compte que l'Australie n'a rien à voir d'un point de vue, n'est absolument pas un environnement naturel pour le mouton. Mais voilà, le mouton va générer beaucoup de laine et beaucoup de graisse. Et en fait, bah, la laine va être très, très, très graisseuse et il faut la laver et la sécher et la traiter plusieurs fois. C'est-à-dire 3, 4 cycles de lavage pour utiliser la laine. Et du coup, voilà, enfin, pour en revenir un petit peu à ce que disait Cyrielle, voilà, tout ce qui est produits animaux, c'est énormément de traitements en fait. D'accord. Merci hein, pour ce visuel, comme dit, qui était vraiment très simple, synthétique et qui permet de voir rapidement l'impact. Et bien maintenant, si vous voulez nous partager peut-être quelques marques référentes ou inspirantes dans la mode végane, je sais que vous en avez notamment Cyrielle et Jonathan, une référence référencée pas mal. Donc, est-ce qu'il y en aurait quelques-unes que vous auriez envie de partager? Et Harry aussi, tu m'as dit que tu travailles avec certaines marques dans le cadre d'Arsaio. Donc, est-ce que Cyrielle, tu voudrais commencer? Oui, bien sûr. Alors, c'est compliqué de choisir, c'est dur de choisir parce qu'il y en a tellement, voilà, on aurait envie de toutes les citer tellement qu'il y a de choix possibles. Du coup, j'avais envie de parler, moi, de l'atelier Unua. C'est une marque de sacs en liège aussi. Je pense que vous connaissez Harry et Jonathan. C'est la créatrice, c'est Stéphanie, elle habite donc à Lille et donc elle conçoit elle-même de A à Z des sacs en liège. Donc, c'est elle qui crée le design et c'est elle qui les coud de manière artisanale. La définition hyper soignée. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait vraiment un travail de qualité. En plus, à l'intérieur des sacs, la doublure est en lin français. Voilà. Et puis le liège provient du Portugal. Donc, c'est une marque française que j'aime bien citer. Il y a aussi une autre marque française que j'ai référencée il y a vraiment pas longtemps là, sur Zebra Vegan Shop. C'est la marque Panorama qui nous vient de Nantes et qui fait donc des baskets très sympas à base d'apple skin, donc le cuir de pomme. Donc, ils ont un modèle assez classique, basket blanche, qui sont donc unisexes. En fait, tous leurs modèles sont unisexes. Donc, celle qu'on voit à gauche, c'est fait uniquement en apple skin. Et celle de droite, c'est un mélange. Donc, il y a certains empiècements en apple skin et le reste, c'est de la toile de polyester recyclé à base de bouteilles en plastique récupérées dans les océans. Ça s'appelle du Sequal. Et donc, voilà, même la semelle est faite à base de caoutchouc recyclé. C'est une marque qui se veut à la fois moderne et éco-responsable. Vraiment, ouais, une toute jeune marque très stylée que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, en troisième marque que j'ai choisi de présenter, c'est la marque Vesica Pieces, qui est une marque espagnole. Et j'ai collaboré avec eux, en fait, il y a pas très longtemps sur la création d'une paire. Donc, on a co-créé ensemble ce modèle. On s'est basé sur un design qu'ils avaient déjà, en fait. Ils avaient déjà ce modèle-là. Et j'ai pu personnaliser avec l'aide de mes abonnés, notamment, et de ma petite communauté qui me suit. J'avais fait un petit questionnaire, justement, pour demander aux gens de choisir quelle couleur ils voulaient. Est-ce qu'ils voulaient le logo des zèbres au milieu de la chaussure ou s'ils en voulaient plusieurs. Donc, bref, par rapport à tous ces paramètres-là, on a co-créé ensemble cette paire. Voilà, je suis assez fière du résultat. Ouais, Et bravo. donc, la matière, c'est aussi du Sequal, la matière que je citais tout à l'heure, ce polyester recyclé et du coton recyclé pour les parties en noir. Voilà, elles sont produites en Espagne, donc dans le propre atelier de la marque Vesica Pieces. Super, ça permet d'avoir une idée plus précise de produits que tu proposes, qu'on a déjà un peu pu voir, Oui, un petit panel plus en que vous pouvez détail. trouver sur le site. Voilà, tout est sur zebraveganshop.com. C'est ça, hein, .com. C'est bien ça, .com. Voilà. Et donc, Harry, tu voudrais en parler, toi, de ton côté? Ouais, bah, moi je veux bien en parler, sachant que je pense que Yoni, mon frère, en parlera mieux, puisque à travers le mouvement fake, vraiment Yoni met en avant plein de marques. Je crois qu'il y a 120 références, enfin tu nous confirmeras ça, Yoni. Mais nous aussi, ce qu'on fait avec Arsaio, c'est que ce qui m'intéresse aussi, c'est au-delà de proposer un sac à dos, c'est aussi de promouvoir aussi cette mode. Souvent, moi, je dis quand je rencontre en fait une autre marque de sac, même de sac à dos en fait vegan, bah, je les considère comme des collègues et pas forcément comme des concurrents, parce que pour nous, la concurrence, elle est tellement minime par rapport à tout ce qu'on souhaite faire en fait dans le monde de la mode. Au contraire, j'ai envie qu'il y ait beaucoup plus de marques de sac à dos autour de moi avec lesquelles on partage les mêmes valeurs pour promouvoir en fait ces valeurs-là. Euh, voilà, alors j'ai un petit exemple aussi, c'est que, alors si tu vas peut-être sur ma page, sur notre page Instagram, justement en ce moment, on fait la promotion de marques véganes et éthiques un petit peu comme nous.
puisque on fait, je crois, 2-3 posts par semaine avec la promotion de nouvelles marques, enfin de marques qu'on souhaite mettre en avant, qui sont en général des amis, hein, pour être honnête avec vous. Voilà, Cog qui propose des chaussures. Bon, bah là, on a commencé, voilà, on a appelé ça Arceo and Friends. Donc, c'est une petite série de posts où on va proposer plusieurs marques véganes et ça a commencé ce week-end. Donc, continuez à nous suivre. Vous allez voir, tout ce mois-là, ça va être vraiment la promotion de plein de marques super. Donc, voilà, là, on voit Fantôme qui propose des sacs à dos en chambre à air. Donc, ça va être vraiment du upcycle puisqu'on va réutiliser des chambres à air de vélo pour pouvoir en faire des accessoires. Cog propose aussi des chaussures, voilà, que je salue. Je les salue s'ils nous écoutent. Et il propose des chaussures made in Portugal, en cuir synthétique vegan aussi. Et voilà, il va y en avoir de plus en plus. Et peut-être si je termine là-dessus, pour l'achat d'un sac Arsaio, on a décidé de mettre en place une petite campagne assez sympathique. C'est que quand un client ou une cliente achète un sac, ils reçoivent un lien exclusif avec toute une liste en fait de plusieurs marques. Je crois qu'il y a à peu près 20-25 marques qui sont comme nous en fait, véganes et qui apportons les mêmes solutions et avec plein de codes promo. Donc, c'est-à-dire qu'en plus d'acheter un sac, on va recevoir aussi la découverte de plein d'autres marques avec plusieurs codes promo. Voilà, il y a 400 € à peu près de codes promo pour notre communauté. En tout cas, c'est beau de voir que c'est solidaire et collaboratif et pas justement une marque de sac à dos que vous proposez, finalement, qu'il n'y a pas de concurrence et qu'au contraire, chacun a son style et tous les univers peuvent vivre ensemble et chacun a des envies différentes. Donc, c'est super. Ouais, merci. Mais c'est souvent, je dis que c'est la mode de demain. Enfin, c'est même pas de demain puisque c'est d'aujourd'hui. Oui. Souvent, je dis que c'est la nouvelle façon de faire de la mode puisque concrètement, nos valeurs sont un peu anti-système dans le sens où on a envie de casser un petit peu un système qui est vraiment bien mis en place. Et du coup, nous, avec d'autres marques, on est minuscules. On est vraiment des petites gouttes d'eau face à des mastodontes de mode. Et du coup, vaut mieux se réunir et imaginer en fait des partenariats, des collaborations. Et puis voilà, plus on est, mieux c'est. Enfin, j'allais dire une expression, je ne sais plus laquelle, mais voilà, quand on est ensemble, on arrive à former une équipe un peu plus résistante que tout seul, quoi. C'est ça. Et du coup, on a vu avec tous les deux, vous avez fait des partenariats. Donc, Cyrielle avec la marque de chaussures, toi avec d'autres marques, vous créez un univers. Donc, c'est ça la mode de demain, d'aujourd'hui, plus vertueuse. Absolument, absolument. Et donc, Jonathan, à ton tour, on avait déjà un peu vu la page avec toutes les marques. Est-ce qu'il y en a en particulier que tu aurais envie de partager, de présenter? C'est pareil, c'est difficile de choisir, mais oui, le mieux, ça serait d'aller sur fakemovement.com, de cliquer sur The Fakers, et là, il y a une centaine de marques, et ils sont tous incroyables, en fait. C'est un peu dur de choisir. Anastasia Bonds, j'adore ce qu'elle fait. En fait, c'est une entreprise familiale aussi, et elle fait tout elle-même avec sa mère et sa sœur. Donc, elles font tout. Et par exemple, voilà, en fait, elles vont faire, par exemple, une robe et ils vont avoir des restes de tissu. Ils vont faire des petits sacs avec. Ils gardent vraiment tout. Donc, c'est un exemple, mais vraiment, chaque marque a sa particularité. Ils sont tous incroyables. Le mieux, c'est d'aller voir le site. Alors, on va mettre le lien. En fait, il y en a vraiment pour tout le monde. Il y en a pour tous les prix. Vraiment beaucoup de choix. Ouais, si vous voulez des chaussures, enfin, voilà, il y a vraiment tout et il y en a vraiment pour tout le monde, tous les tarifs différents. Si vous cherchez quelque chose par rapport à un certain type de cuir en particulier, comme le cuir de pomme ou d'ananas, vous le trouverez. Si vous voulez une mode un peu fast fashion, mais en 100% éthique, alors là, je pense à Blue District qui est à fond là-dedans. Si vous voulez, voilà, par exemple, Tree Tribe, ils ont du leaf leather, donc c'est du cuir à base de feuilles. Oui. Il y a si vous êtes plus en mode activiste, il y a des t-shirts avec des messages incroyables. Là, je pense à Vegan Prophet, In Vegan Veritas. C'est non-stop. N'hésitez pas aussi à m'envoyer un message sur Instagram ou où vous voulez. Dites-moi ce que vous cherchez et je vous enverrai avec plaisir les marques qui font ça.
Voilà, Et tu bien as du sûr, personal shopper, tu sais, tu vas et, faire. et bien sûr, on a des magnifiques sacs à dos Arsaio. Trop bien. Bon, il y a de quoi faire en tout cas, hein. Bon, on Mm. arrive bientôt à la fin de ce talk show et j'avais une dernière question que je trouve intéressante d'évoquer ensemble par rapport, on parlait de marques, de créateurs et en fait on voit que moi j'ai vu en tout cas dans mon expérience qu'il y avait des créateurs qui essayaient de trouver des solutions tout en utilisant quand même, on va dire, des matières en lien avec les animaux, mais sans leur faire du mal. Donc, par exemple, j'avais vu une marque qui utilisait des peaux d'animaux morts, une autre qui utilisait des plumes d'oiseaux qui sont tombées naturellement, ou d'autres qui, par exemple, élevaient des petits lapins et attendaient qu'ils fassent sa mue pour récupérer les poils et faire, par exemple, des petites écharpes ou bien des petits gants. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et aussi, d'ailleurs, l'upcycling du cuir et de la fourrure, les produits vintage, toutes ces autres façons de faire. Quel est votre point de vue en tant que vegan par rapport à ça? Harry? Euh, Ouais. Allez-y, celui qui veut. Comme, La personne qui veut. comme vous voulez, en fait, on est tellement polis, ouais. On on fait est tellement comprendre. respectueux, ouais, c'est ça. Oh, alors, Euh, Cyrielle, vas-y. Vas-y, Cyrielle. Ok, bah allez, c'est parti. Sur ces démarches-là, alors je trouve que c'est des démarches intéressantes dans tous les cas. Ça montre qu'il y a une prise de conscience en fait du fait qu'on ne peut pas continuer comme ça voilà, être dans cette voie-là. Donc ça montre qu'il y a une prise de conscience et qu'on essaye de trouver des solutions. Donc chaque démarche qui va dans ce sens-là, bah, je pense que c'est positif dans tous les cas. Après, je pense que quand tu disais, voilà, par exemple, récupérer des plumes qui sont tombées naturellement, des choses comme ça, c'est des solutions qui sont possibles à petite échelle ou voire même à titre individuel pour confectionner quelque chose pour soi-même. Mais à partir du moment où il y aura peut-être plus de personnes qui voudront des choses comme ça sera peut-être pas forcément gérable. Et moi, j'aurais un petit peu peur que ça conduise quand même ensuite à de l'exploitation animale pour produire plus, si jamais Mm. ça prend de l'ampleur. Donc, je pense que ça reste des solutions intéressantes à petite échelle, mais qui sont assez limitées en termes de ressources. Ensuite, si on veut agrandir ça. Et puis, pour ce qui est du cuir, tu parlais du vintage, etc., bah, c'est pareil, ça reste toujours mieux, effectivement, d'utiliser ça plutôt que de produire de nouveaux cuirs. Donc, je pense que chacun doit aussi faire un petit peu en fonction de ses ressentis par rapport à ça. Et ça reste positif dans tous les cas, voilà, de se tourner vers ce genre de méthode. Maintenant, le but, c'est qu'on n'ait plus besoin par la suite d'avoir à utiliser ces matières-là pour y mettre fin à un moment donné. Parce que sinon, il y aura toujours. Voilà, les choses en cuir produites aujourd'hui seront peut-être du vintage dans 30 ans. Mais voilà, du coup, si on continue un petit peu dans ce cheminement-là, je ne sais pas si on arrivera à y mettre réellement fin un jour. Mais dans tous les cas, en tout cas, je pense qu'il faut valoriser ces démarches-là. D'accord. Merci pour ton avis. Alors, bon. Ouais. Bah, peut-être. Allez, Harry. Allez, vas-y. Entre frères, on est moins respectueux, t'as remarqué, hein. Mais c'est vrai que c'est des débats en fait qu'on a nous-mêmes au sein de la communauté végane. Voilà, parce qu'on se dit, bah voilà, moi j'ai des chaussures que j'ai déjà achetées, bon, elles sont en cuir, est-ce que je continue de les porter? Et je pense que c'est propre à chacun, chacune, Mm. avec sa propre conscience, enfin vraiment le plus important, c'est d'avoir conscience de ce qu'on fait et de le vivre avec pour essayer de faire au mieux. Voilà, alors il y a plein de débats là-dessus, mais je trouve que finalement ces débats sont intéressants pour toutes les personnes qui ont décidé d'agir. Parce que finalement, c'est des débats qui vont pas être suffisamment importantes par rapport au problème principal qui est vraiment l'exploitation animale et toute cette cruauté qu'on cherche à réduire au maximum. Et du coup, quand on parle de ça, je me dis oui, c'est intéressant, mais le vrai sujet finalement, c'est pas vraiment des petites choses comme ça. C'est le vrai sujet, bah, c'est l'industrialisation de tout ça, c'est la souffrance à outrance. Pour moi, c'est comme ça que je réagirais. Après, si on me dit oui, mais vraiment, qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, moi, je pense que c'est bien, puisque tant qu'on réduit la souffrance et que ça va vers le mieux, je dis OK. Là, par exemple, si on va prendre du cuir de seconde main, donc je dis OK. Mais c'est vrai que ce qui va être intéressant, alors là, pour aller sur ce sujet-là, le cuir de seconde main, c'est que bah, en achetant du seconde main, donc on va continuer à consommer du cuir sans qu'on ait tué un animal pour ce produit-là. Mais d'un autre côté, on continue de promouvoir aussi à travers nos vêtements, à travers notre style, on promeut aussi cette matière animale.
Alors voilà, c'est pour ça que ça peut être intéressant et on n'a clairement pas de réponse, puisqu'il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles à la question et vont dire ah ben non, c'est scandaleux, et d'autres personnes qui vont dire oui, bah t'inquiète pas, tant que tu n'as pas tué d'animal, ça va. Donc voilà, c'est des débats, je pense, sans réponse, mais ce qui est peut-être intéressant, je termine là-dessus, vraiment, je termine là-dessus sur le fait que le fait de se poser ces questions-là, je trouve ça super aussi. Parce Mm. que ça veut dire qu'on a été à une étape un peu supérieure que de juste prendre conscience d'acheter des matières animales. Là, on va un peu plus loin dans la conversation. Et là, je me dis, bon, bah, ça veut dire que ça avance bien dans le sujet, dans le thème. Ok, merci pour ton avis aussi. Et Jonathan, pour conclure sur ce sujet. Ben, moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'on parle du cuir de vache ou d'agneau ou alors de la fourrure de lapin, mais on ne parle pas de cuir de chien, par exemple. Si on disait, ben, si on a, par exemple, en Chine, ils consomment le chien et donc ils font du cuir de chien. Et quand j'explique que quand tu achètes du cuir où il y a sur le label, c'est écrit 100% genuine leather, ça peut être du cuir de chien parce qu'il ne précise pas cuir de chien, il précise genuine leather. Et c'est comme ça que le cuir peut voyager un peu partout. Et quand j'explique ça aux gens, ils sont vachement choqués et ils ne porteraient pas ça en fait. Même si c'est du seconde main, ils ne vont pas porter du cuir de chien parce que c'est un chien. Et Mm. du coup, je me dis, bah, pourquoi on a cette dissonance avec le chien, mais avec la vache, c'est OK. Et du coup, bah, alors, je me dis, bah, on peut aller un peu plus loin en se disant, bah, pourquoi pas du coup faire du cuir d'être humain aussi où ça serait beaucoup plus éco-responsable parce que ça serait plus éthique parce que les hommes peuvent communiquer, ils peuvent dire moi j'accepte de donner mon corps à la science une fois que je suis mort, bah, on peut utiliser euh, mon cuir. Alors bien sûr c'est choquant, personne ne veut ça, mais alors du coup pourquoi on veut pas ça? Parce que ça serait rabaisser un peu l'image de l'être humain. On veut élever l'être humain quand il est mort, on veut l'enterrer, on veut élever son statut, en fait. Et du coup, bah, pourquoi ça marche avec les êtres humains, mais pas avec les animaux? Avec les animaux, on dit tout l'inverse. On dit, bah, justement, le fait de porter le cuir d'animal, c'est respecter que l'animal ne soit pas mort pour rien. Bah, pourquoi on ne dit pas la même chose avec les êtres humains? Alors, bien sûr, je ne suis pas là pour prôner le cuir d'être humain, totalement l'inverse. Je suis contre ça, bien évidemment. Mais du coup, Mm. je pense qu'il faut qu'on reconnecte avec qui on est vraiment, avec nos valeurs, et se dire que bah, si on ne porte pas du cuir de chien ou d'être humain, pourquoi on porterait du cuir de vache? Et tout ça pour dire au final que moi, je suis un peu contre l'image que ça représente. De la même manière que si on me dit, regarde, j'ai un t-shirt 100% éco, c'est du coton bio, c'est le t-shirt le plus éthique au monde, mais il y a le visage d'un dictateur imprimé dessus. Est-ce que tu le portes? Ah ben non, bien sûr que non. Pourquoi? Ben parce que j'aime pas le message que ça transmet. Donc c'est un peu comme ça que je vois le cuir. Alors bien sûr, c'est plus éthique, mais je n'aime pas le message que ça transmet. Mm. D'accord. Ok. Ouais, Intéressant c'est en vrai. tout cas d'avoir eu vos points de vue. Oui, Ouais, Harry. excuse-moi, c'est vrai qu'en off, je trouvais ça intéressant, Yonis, ce que tu disais en off. On parlait du fait qu'à l'époque, on se vêtissait avec de la peau de bête. Et ça, c'était vraiment pour montrer, voilà, souvent on mettait la peau de la bête la plus énorme qu'on avait chassée. Voilà, on montre le côté très dominant. Et je pense que, alors, c'est plus subtil maintenant, mais avoir de la peau d'animal sur soi, il y a aussi cette façon un peu dominante quand on voit par exemple quelqu'un porter une énorme veste de fourrure. Voilà, il y a vraiment le côté, l'être humain est mis vraiment au-dessus des animaux et on en fait ce qu'on veut. C'est un petit peu ça qu'on a comme image et je pense que voilà, ce serait intéressant de changer de paradigme, de se dire que maintenant les animaux ils sont sur Terre avec nous et non pas pour nous. Et voilà, c'est ce changement de paradigme qu'on espère voir bientôt. C'est pour ça qu'on fait ce talk aussi pour en prendre conscience de tous ces aspects-là. Alors, pour conclure, puisqu'on arrive à la fin, donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Et avant cela, je vous proposerai de nous donner votre avis en quelques mots de l'avenir de la mode végane pour vous. C'est quoi là? Vous le voyez comment? Jonathan? Bah, pour moi, la mode vegan, c'est le futur. On est obligé en fait de passer par là. C'est la racine de la mode éco-responsable. Comme on peut le voir, tous les produits animaux sont les pires pour l'environnement, pour bien évidemment les animaux, pour notre santé.
parce qu'on a, c'est un sujet qui est interminable et je ne veux pas trop revenir sur ça, mais on n'a pas parlé aussi du fait que la plupart de ces produits chimiques, ben, tous les travailleurs et travailleuses qui sont dans ces usines remplies de produits chimiques, ben, ils sont dans des villages du coup qui ont un taux d'asthme qui est le plus élevé, qui ont des cancers, qui ont tout ça. Ces produits chimiques, on ne peut pas les recycler, donc ils sont jetés dans les rivières. Il y a des enfants qui s'amusent, qui pêchent dans ces rivières, qui mangent des poissons de rivières infectés. Donc c'est une horreur même pour les êtres humains. Et du coup, ben, la mode vegan, c'est la mode tout court, en fait. Ça va le devenir. Et là, on peut voir dans le monde entier, ils sont en train d'arrêter la fourrure parce que, bien sûr, ce n'est pas un byproduct, ce n'est pas un sous-produit. Les renards sont tués que pour leur fourrure, pas pour leur viande. Et du coup, c'est peut-être pour ça que les gens excusent le cuir encore en disant, mais c'est un sous-produit. Et je pense que là, on va s'éduquer de plus en plus, se rendre compte que ben non, le cuir, ce n'est pas un sous-produit, que c'est justement mieux. Il y a une étude qui a prouvé ça, que c'est mieux pour l'environnement de laisser la peau de l'animal se détériorer sur un champ. Il y aura moins d'impact que d'utiliser tous les produits chimiques pour créer du cuir. Donc, la mode végane, c'est la mode tout court et ça va le devenir. C'est juste une question de temps. C'est mon avis. Bon, bah, on espère. Hein. Cyrielle, tu dirais quoi, toi? Oui, mais je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Enfin, on le voit déjà et ça va faire qu'augmenter. Et j'aimerais que ça devienne la normalité, comme le dit Jonathan, que bah, peut-être, j'en sais rien, un jour, on n'aura même plus besoin de dire la mode végane ou la mode éco-responsable, la mode éthique. Ça sera la mode tout court et que ça sera devenu la normalité. Il y a vraiment une prise de conscience de manière générale par rapport à tout ça. Maintenant, c'est sûr que ça va quand même prendre du temps, mais voilà, un peu comme on le disait, le but, c'est pas d'être moralisateur, c'est vraiment d'informer le plus possible, que les gens soient curieux, que les gens testent de nouvelles choses, de nouvelles alternatives et que chacun fasse en fonction, voilà, de ce qui lui semble le plus accessible aussi, que ce soit en termes de budget, puis aussi en termes de valeur. Il y a certaines personnes vraiment pour qui ça va être très important que ce soit produit localement, d'autres pour qui ça va être très important que la matière soit le plus éco-responsable possible. Mais voilà, dans tous les cas, c'est plein de paramètres qui sont importants à prendre en compte, qui font avancer la cause, qui font avancer la mode dans ce sens-là. Et donc, voilà, je pense que ça évolue dans le bon sens en tout cas. Ok. Et toi, Harry? Ouais, moi je trouve ça assez rigolo parce que souvent quand on pose ce type de questions aux véganes, on se rend compte que les véganes sont super optimistes, tu vois. En fait, moi j'adore ce sujet de conversation parce que souvent quand on va un peu plus loin dans le véganisme, on se rend compte qu'on parle de quelque chose de bien plus grand que juste sauver les animaux. C'est aussi sauver l'humanité en fait, parce que l'humanité va droit dans le mur compte tenu de l'impact environnemental, de l'impact sur la santé. On parle de la mode, mais vraiment on parle aussi de la nourriture aussi, puisque tout est lié. Là, j'ai vu, enfin, c'était il y a 2 semaines, L204, non, One Voice, donc c'est une association pour les droits des animaux, a lancé une enquête sur un abattoir qui abattait en fait des veaux qui étaient destinés pour le cuir de luxe. Et en fait, tous les veaux qu'on voyait, bah, c'était des veaux de vaches laitières. Et donc, bah, on se rend compte qu'en fait, même le cuir de veau, enfin le cuir d'industrie du luxe, est lié en fait à la production de lait. Et en fait, tout est lié en fait, tout est lié. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on se dit bon bah voilà, quand on parle de mode vegan, on parle carrément d'un système vegan, de tout le système vegan. Et je pense que l'humanité sera quasiment obligée en fait d'y aller puisque on le voit quoi, l'impact environnemental et tout ça, c'est complètement lié. Voilà. Donc pour nous, je pense que nous vivants, ce sera difficile d'imaginer un monde vegan, mais ce qu'on est en train de faire maintenant, j'imagine, c'est en tout cas je l'espère, pour aboutir à ce système vegan dans une humanité pas si lointaine. Je donne à peu près quelques décennies. Ok. Un siècle maximum. Voilà. Bah, ça va. On sera plus là, mais On sera plus là, ouais. oh, Peut-être, jamais. on sait jamais. Si on mange bien et qu'on prend soin de soi, on ne sait pas. Hein. Ouais. Alors, on a une question de les alternatives textiles durables en Belgique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la personne, donc je n'ai pas son prénom, du coup, pourquoi vous ne parlez pas du tissu de chanvre, bien moins coûteux en eau que le coton et sans besoin de pesticides ni désherbage? Ça peut remplacer la laine. Est-ce que le chanvre se développe en France?
Qu'est-ce que vous Bah, direz? c'est marrant qu'il y ait cette question parce qu'en plus, je me l'étais noté et j'ai oublié d'en parler. Je m'étais noté le chanvre et le lin, en fait, qui sont des Mhm. matières, effectivement, qui sont de bonnes alternatives à la laine, puisque c'est des matières qui sont thermorégulatrices. Mhm. On les connaît souvent, en fait, plus pour les vêtements d'été, parce qu'on sait que voilà, ça tient pas trop chaud. Mais en fait, c'est très bien aussi pour les vêtements d'hiver, justement parce que voilà, c'est des matières qui sont thermorégulatrices. Il n'y a pas encore beaucoup de marques qui utilisent ces matières-là pour des vêtements d'hiver, je trouve. En tout cas, j'en ai pas trouvé beaucoup. Par contre, bah, pour ceux qui aiment bien tricoter, par exemple, c'est possible de trouver des pelotes effectivement de chanvre ou alors de lin. Et donc, oui, c'est une bonne remarque, effectivement. C'est des matières très intéressantes. D'accord. Bah, c'est Valérie, hein. Donc, merci Valérie pour cette Merci remarque. Valérie. Ça a permis de Cyrielle de se rappeler qu'elle voulait en parler aussi. Oui, on avait trop de choses à dire. C'est ça. C'est vrai qu'on a déjà fait 1 heure et demie, donc, mais c'était riche, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, le but de ces talk shows, c'est d'aller en profondeur. Donc, voilà, de laisser la parole. Merci Valérie pour la question. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres remarques, questions? Voilà, il y a encore un petit peu de temps si vous voulez. Sinon, on va doucement aller vers la fin. Merci, elle nous dit merci Valérie, hein. Voilà. Mhm. Merci à toi, Valérie. Alors pour conclure, Jonathan, on t'a choisi quoi pour conclure? Le mot de la fin, ce serait quoi alors que tu aurais envie de nous dire après ce bel échange? Oui, alors bah, comme on en avait parlé en fait, sur le fait que tout ça, ça peut justement faire partie de la clé du bonheur. Et alors je sais que ça sonne un peu too much, mais non, restez avec moi, vous allez comprendre. Et c'est vraiment quelque chose où je m'en suis rendu compte depuis que je suis devenu vegan. C'est une aventure en fait qui m'a fait me rendre compte de ça. C'est que qu'est-ce que la clé du bonheur? Qu'est-ce que le bonheur? C'est la connaissance de soi. Tout le monde vous le dira que la réponse au bonheur, c'est la connaissance de soi. Comment se connaître? Ben, c'est en étant en accord avec nos valeurs. Et justement, le véganisme, c'est exactement ça. C'est être en accord avec nos valeurs. Ne pas dire qu'on est rempli d'amour et de compassion, mais qu'à côté de ça, ben, nos actions prouvent justement le contraire. Donc, voilà, si vous voulez vivre pleinement le bonheur, ben, devenez vegan, ça vous aidera justement dans cette aventure. Ok. Merci pour ce mot de la fin. Mais je crois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, merci à toutes ceux et celles qui étaient là, ceux qui nous verront en replay. On espère que ce talk vous aura inspiré et fait réfléchir, parce que c'est le but aussi, hein, d'être en introspection. Donc, c'est très intéressant tout ce que vous nous avez partagé. Merci beaucoup. Et pour conclure, bah, tout simplement, si vous êtes intéressé encore par le guide de la mode éco-responsable, il est toujours disponible sur le site de la FNAC, de la Place des Libraires. Vous pouvez en savoir plus sur aussi le site de modeécoresponsable.com. Si vous avez envie de retrouver aussi zebraveganshop.com, arsaio.com et fakemovement.com. C'est ça, hein? Ouais. C'est bien ça. Et puis Voilà, surtout, donc pour avoir n'hésitez toutes pas à les nous poser des questions. Voilà, s'il y a des Voilà, questions c'est par la ça. suite, les gens qui regardent en replay, voilà. Exactement. Et donc, cet épisode voilà, sera en replay sur la chaîne de Poesia Channel avec tous les autres épisodes, puisqu'on est déjà au 21e épisode. Et si certains ou certaines d'entre vous, vous êtes en train de développer une entreprise engagée dans la mode ou dans d'autres domaines, n'hésitez pas à nous contacter aussi, parce que nous, on accompagne justement des entrepreneurs engagés dans leur développement, à développer une vision justement. On travaille sur de la connaissance de soi aussi, qui est importante, à contact@poesiavision.com. Voilà, bah, merci beaucoup en tout cas Harry, Cyrielle et Jonathan pour cet échange. Merci à toi de nous avoir invités. Merci. Et donc à très bientôt et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Ciao, Merci. ciao. Bye. Si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel, abonne-toi dès à présent pour recevoir une notification pour les prochains épisodes, pour devenir toujours plus un consommateur. À très bientôt!